Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans ce nouveau décor automnal. Aujourd'hui, je vous présente La Belle et la Bête de Simon Rousseau, de la collection Les Contes Interdits, édité chez Ada. Dans cet ouvrage, les thèmes abordés sont la torture, le sexe, le cannibalisme et l'instabilité cognitive. La Belle et la Bête débute avec deux inspecteurs, Jean-François et Catherine. Attablés devant une jeune femme ayant les mains égratignées, quelques hématomes sur le corps et dont l'odeur corporelle laisse à désirer. La jeune femme, qui répond au nom d'Isabelle, sortira de son mutisme et débutera son histoire afin de répondre à l'interrogatoire de nos deux inspecteurs. Tandis qu'elle participait à un repas de famille entouré de son père et de ses deux sœurs, l'une influenceuse, l'autre avocate, un groupe d'hommes cagoulés fera irruption et mettra un terme aux festivités en kidnappant chacun d'eux. Après un trajet en camionnette, le visage masqué et sans qu'un mot n'ait été prononcé, ils seront jetés dans des cellules de fortune au sous-sol d'une bâtisse. Chacun d'eux, n'ayant dans sa cellule qu'un trou creusé dans le sol en guise de WC et de quoi s'allonger en position fétale. Au travers l'obscurité, ils se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls. Un homme, à qui la langue a été sectionnée, et dont les jambes et un bras sont manquants, est également présent dans l'une des geôles individuelles à côté d'eux. Un jeune homme, répondant au nom de Joe, viendra cependant régulièrement leur apporter eau et nourriture afin de les maintenir en vie. Il agirait selon les volontés du maître. Tandis qu'un matin, Joe vient chercher le père de famille, Isabelle négociera afin de prendre sa place et sauver celui-ci. À la suite de quoi, elle fera la rencontre du maître, qui l'épargnera, et la conviera même au banquet dressé en leur honneur. Ce fameux personnage, sensible à l'art, semble cacher un mystérieux secret l'empêchant de quitter la demeure, tout comme ses prisonniers. La belle Isabelle arrivera-t-elle à s'échapper des griffes de la bête sans que celui-ci ne s'en rende compte? Je suis heureux de vous retrouver à nouveau afin de vous présenter la suite des Contes Interdits. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances et que vous êtes fin prêt à reprendre du service. Je vous rappelle que je suis également présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ainsi que Booknode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo et on se retrouve dans l'espace de commentaires afin de répondre à toutes vos questions. Sans plus attendre, poursuivons sur La Belle et la Bête. Alors là, ça va être super compliqué de ne pas divulguer tout ce qui se passe là-dedans, et je vais essayer d'être le plus concis possible afin de ne pas m'éparpiller. L'auteur en question a rédigé La Reine des Neiges, Peter Pan, et ainsi donc La Belle et la Bête. C'est donc sans surprise que je vous annonce ma fascination pour La Belle et la Bête. Il est hyper compliqué de vous faire une critique sur cet ouvrage pour deux raisons. La première, c'est que si je rentrais trop dans les détails, je vous couperais l'envie certaine de découvrir cet ouvrage. La seconde est que je me suis découvert un engouement pour Simon Rousseau dont l'écriture me fascine toujours et que je ne serai plus aussi impartial que je ne devrais l'être. Isabelle est un personnage prépondérant dans cette histoire, et quoi de plus normal puisqu'elle est celle qui raconte aux enquêteurs tout ce qu'elle a vécu. Il y a donc une multitude de détails plus importants les uns que les autres. S'ensuivra la bête, que nous appellerons pour débuter le maître. C'est un personnage fascinant. Un dandy cultivé avec ce côté sombre qui le caractérise. Le syndrome de Stockholm par excellence, excessivement bien retranscrit dans cet ouvrage. Si bien retranscrit que durant ma lecture, je me suis pris d'empathie pour ce personnage, pourtant bien décrit comme le tortionnaire des lieux. Je vous parlais précédemment de la première partie de l'ouvrage. En effet, le livre est divisé en deux. La première partie, La Belle,
la seconde, la bête. Et je ne m'étalerai pas sur cette seconde partie. Pour la simple et bonne raison qu'elle signe la fin de l'ouvrage et que vous ne vous attendriez pas à un si beau bouquet final. Je n'ai rien vu venir et pourtant tout était là sous mes yeux depuis le début. Je me suis même exclamé à voix haute lorsque j'ai compris le début du dénouement. Oui, le début, parce que la suite est encore plus fantastique. En vous disant tout cela, j'en ai déjà bien trop dit. Pourtant, il faut que je vous admette quelque chose. Comme je vous le disais précédemment, Simon Rousseau est l'auteur de 3 ouvrages de la collection. La Reine des Neiges, Peter Pan et La Belle et la Bête. Bien que chaque ouvrage peut être lu individuellement, je ne peux vous conseiller que de commencer par Peter Pan et de suivre par La Belle et la Bête, qui n'est ni plus ni moins que la suite directe de cet ouvrage. La Reine des Neiges, quant à elle, étant un titre à part entière. Simon Rousseau, êtes-vous prêt à ce que je note votre ouvrage? Allez, c'est parti. Pour l'ambiance générale, ce sera un 5. Fascinant, envoûtant, merveilleusement bien décrit, je ne suis pas certain de trouver de mots adéquats pour définir l'ambiance de cet ouvrage. C'est très simple. Nous sommes exactement au même endroit du début à la fin du récit. Ce qui implique que par la qualité des détails, on peut visualiser chaque objet, chaque élément, chaque lieu de la demeure. C'est glauque et c'est tellement bien fait. Pas besoin de plus, et il n'en fallait pas moins. Tout est parfaitement bien retranscrit. On y est, on y vit, on sent les odeurs. On y entendrait presque le cliquetis de chaque objet en mouvement. Une ambiance sombre à la Hostel, sans jamais franchir la limite du grotesque. C'est très bien joué de la part de Simon Rousseau. Pour l'histoire, ce sera un 5 également. Là, c'est bien mon impartialité qui parle. L'histoire est captivante à souhait. Et cette fin, mon Dieu, cette fin, même si vous arriviez à prendre des petits détails, vous ne pourriez imaginer le bouquet final. Les personnages principaux sont si bien détaillés que l'on y voit toutes les petites subtilités de leur caractère. Tout tient la route, nous ne sommes pas en dents de scie, nous ne sommes pas également sur une histoire complètement plane, non, on reste sur une courbe ascendante et ça fait vraiment plaisir. Pour conclure, je suis vraiment fan de cette histoire, l'ayant lu par pur hasard après Peter Pan, ce qui a renforcé mon admiration pour cet ouvrage. Pour la couverture, ce sera un 4,5. Cette couverture, elle est magnifique. Je l'adore. La cloche de verre ici a été remplacée par une cage pour renforcer ce côté d'emprisonnement, et la rose à l'intérieur complètement asséchée, comme si le temps s'était arrêté, contrairement à la rose dont on se fait l'idée dans le Walt Disney qui égrène un peu le temps en perdant ses pétales. En descendant un petit peu, on remarque que le texte est parsemé ci et là de quelques gouttes de sang. Ça renforce un petit peu le côté sombre de cet ouvrage avec les couleurs qui ont été choisies, allant d'un noir profond vers le haut et redescendant vers le gris. Et le haut de la couverture, on peut y voir des lèvres de femme parfaitement maquillées avec un rouge à lèvres dont s'écoulent quelques traces de sang, et des doigts qui agrippent mais à peine le visage de la jeune femme pour représenter un peu ce syndrome de Stockholm où on voit les doigts vraiment à peine posés en disant tu m'appartiens mais tu ne t'enfuis pas en fait, tu restes de toi-même. Enfin, je trouve que c'est très très représentatif du syndrome de Stockholm en fait. C'est très très bien fait au niveau de la couverture à ce niveau-là. Je te retiens mais je n'ai pas besoin de t'agripper, tu le fais de toi-même. D'ailleurs, le fait de noter les couvertures comme ça me fait penser à cette booktubeuse qui a créé une vidéo s'intitulant Ne vous fiez pas aux apparences. Il s'agit de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin qui traite d'un style littéraire différent, mais dont je vous mets le lien dans la description. Sur cette vidéo, elle vous montre en fait à quel point la couverture peut être différente du contenu. Que c'est pas parce que vous avez une belle couverture que forcément ce qu'il y a à l'intérieur c'est quelque chose d'exceptionnel et inversement. Et dans notre cas aujourd'hui, peut faire la part égale à la qualité de l'ouvrage et de son rendu visuel. Pour la corrélation, ce sera un 4. J'ai hésité entre 3 et 4, donc je vais rester sur le 4, la qualité de l'ouvrage méritant bien sa notation.
Il y a véritablement des points communs, et parfois ils sont vraiment subtils et il faut y prêter attention. On va avoir Isabelle, qui est la plus bizarre des sœurs, une végane qui s'intéresse à l'art, qui n'aime pas les hommes, etc. Et qui pourtant, si on se fait l'idée de l'ouvrage original ou du Walt Disney, une espèce d'ingénue mais vraiment super belle que tout le monde veut courtiser, on est un petit peu sur la même catégorie de personnages. On la voit également se faire prisonnière à la place de son père, puisque dans l'ouvrage, comme je vous l'ai expliqué, elle va négocier pour ne pas que Joe enlève son père de la geôle et préférera le faire d'elle-même, en sachant pertinemment qu'elle va droit au casse-pipe. Vous avez également le maître, ce geôlier repoussant de par ses actes, mais qui finalement est très instruit, très propre sur lui, bien habillé. Et vous avez également cette demeure dans laquelle elle peut plus ou moins circuler librement, sauf sur une certaine partie du manoir, qui est complètement représentatif de Belle dans La Belle et la Bête de Walt Disney. Et puis bah, la finalité, hein, elle souhaite s'échapper, Belle souhaite s'échapper, et finalement elle est quand même tiraillée parce qu'elle est légèrement sous le charme de son ravisseur, et encore une fois on retrouve cette corrélation. En bref, la corrélation est clairement visible. Et j'ai failli donc mettre un 3, parce que si je prenais en compte la deuxième partie, on s'éloigne un petit peu de l'œuvre originale. Cependant, vous allez vraiment retrouver tous les codes qui ont fait la réussite du conte de base. Vraiment, la corrélation, vous allez la retrouver dans la première partie. Pour l'écriture, je vais mettre un 4. Comme pour Peter Pan ou La Reine des Neiges, Simon Rousseau a su garder sa plume, bien que les expressions québécoises pour nous publics francophones soient bien moins présentes dans cet ouvrage, ce qui implique que c'est beaucoup plus facile à lire pour nous. L'écriture est belle, elle est simple, on ne passe pas par un lexique complexe qui nous oblige à avoir un dictionnaire à côté et aller chercher des expressions qu'on pourrait ne pas connaître. Non, vraiment, on reste dans le principe de la collection qui est d'avoir une écriture assez simple, souple, de façon à toucher un maximum de lecteurs. Simon Rousseau réussit encore une fois par sa qualité d'écriture à nous faire entrer dans le vif du sujet et à vraiment visualiser la totalité de l'ouvrage et de ce qu'on dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau conte interdit. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!